Bonsoir, donc merci d'être présents nombreux ce soir pour cette deuxième soirée de notre festival de philosophie à Athènes. Nous avons la chance d'avoir avec nous Raphaël Enthoven pour une conférence intitulée Écrire et penser à l'ère de ChatGPT. Alors Raphaël Enthoven, vous le connaissez sans doute déjà, il est l'auteur de nombreux essais, romans, pièces de théâtre. Je peux citer quelques titres, par exemple L'endroit du décor, publié chez Gallimard il y a déjà quelques années, Morale provisoire, publié chez son éditeur actuel, les éditions de l'Observatoire. Mais ce qui est moins connu chez Raphaël, c'est que c'est un philosophe, mais que c'est aussi un combattant, quelqu'un qui aime le duel, qui aime relever des défis. Si certains d'entre vous suivent son compte sur X, ex-Twitter, vous savez qu'il aime déconfire des armées de trolls, qu'il aime croiser le fer avec la France insoumise, qu'il aime la provocation, qu'il aime le débat d'idées. Si vous lisez un journal qu'il a cofondé, qui s'appelle Franc-Tireur, vous savez que ça se prolonge dans la presse, en kiosque, et que Raphaël est un excellent polémiste. Et puis, si vous avez lu son roman autobiographique Le temps gagné, vous aurez découvert qu'il a passé des heures à frapper son punching ball. Donc, il aime les combats, il aime les duels, et il a relevé un défi qui n'était pas gagné, qui n'était pas évident l'an dernier. Il a tenté de vaincre, enfin, il a même vaincu par KO ChatGPT dans l'épreuve du bac philo. Le bac philo en France, vous connaissez cette épreuve, c'est une épreuve mythique, c'est presque un rite initiatique dans les études françaises. Ça vient couronner l'ensemble de l'apprentissage au collège et au lycée. Et ce qui s'est passé l'an dernier, en juin dernier, c'est que ChatGPT a passé le bac philo et Raphaël également sur le sujet « Le bonheur est-il affaire de raison ?» ChatGPT a eu 11 sur 20. Les correcteurs ne savaient pas de qui était la copie. ChatGPT a eu 11, Raphaël a eu 20 sur 20. Et c'est une expérience, c'est un duel qui est notamment raconté dans le dernier livre de Raphaël, L'esprit artificiel. Et c'est de cela qu'il va être raison, du combat entre la pensée humaine ou de la pensée naturelle ou l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Merci Raphaël. Merci, bonsoir à tous. Est-ce que je peux rester comme ça? Ou est-ce qu'il faut que je m'assoie? Ça va là? Vous m'entendez bien? Bon, non, je reviens rapidement sur cette histoire dont Alexandre a parlé. Effectivement, en juin dernier, j'ai passé le bac philo pour la 30e fois de ma vie face à la machine, face à l'intelligence artificielle. En juin dernier, l'intelligence artificielle avait déjà passé avec succès les épreuves du barreau, par exemple, ou bien réussi quantité d'examens médicaux. Bref, l'intelligence artificielle était plébiscitée, mais on ne l'avait pas confrontée à l'épreuve de philosophie. Et alors, honnêtement, j'avais peu d'espoir pour la machine. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé le jour de l'épreuve même. Le sujet était « Le bonheur est-il une affaire de raison ?» comme l'a dit Alexandre. C'est une très bonne question. Hein. C'est des questions merveilleuses, les questions qu'on pose au bac philo en terminale en France. C'est des questions extraordinaires. Le bonheur est-il une affaire de raison? Alors, qu'est-ce qu'on apprend en terminale quand on passe le bac philo? On apprend à construire ce qui s'appelle une problématique. Je ne sais pas comment vous allez le dire en grec, mais problématique. Bien sûr, évidemment, évidemment. Mais attendez, c'est pas juste un problème, une problématique. Trouver la problématique, c'est trouver ce qui pose problème dans une question. Par exemple, c'est examiner les termes du sujet pour parvenir à manifester ce qui coince dans la question qu'on vous pose. Le bonheur est-il une affaire de raison? L'examen des termes du sujet, ça va vite. Le bonheur est un sentiment. Comment un sentiment peut-il être rationnel? Et vous avez là la tension, vous avez la raison pour laquelle le sujet pose problème, vous avez la problématique. Et en fait, cet exercice-là, qui consiste à trouver la problématique du sujet qu'on vous donne, de la question qu'on vous pose, c'est le fond de l'année de terminale en philosophie. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'on fait de la philo. C'est pour faire ce petit pas de côté qui consiste à réfléchir avant de chercher la réponse, qui consiste à creuser la question au lieu de chercher la réponse tout de suite. Et c'est ça qui fait qu'on fait de la philosophie. Et donc, la problématique sur un tel sujet, encore une fois, elle était facile. Le bonheur est un sentiment ne peut pas être rationnel.
Bien sûr. Pardon, toutes mes excuses. Pardon, je vais parler plus lentement. Bref, la problématique, c'est très important. Qu'a fait la machine? Qu'a fait la machine devant le sujet? Qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de chercher la problématique, la machine s'est contentée de recenser la totalité des théories sur le bonheur qu'elle a rangées dans 3 tiroirs indifférents. Le troisième aurait pu venir avant le premier. Il n'y avait aucune nécessité à ce qu'elle raconte. Aucune nécessité à ce qu'elle raconte. Rien. Et elle a conclu en disant que le bonheur pouvait être affaire de raison, mais pas seulement. Pardon de le dire comme ça, de la merde. De la merde. De la merde parfumée, mais de la merde. Parfumée parce que c'est de la merde recouverte par quantité de connaissances. Et c'est recouvert aussi par le fait qu'elle a fait tout ça en 40 secondes. Mais le résultat est nul. Alors, la machine a eu 11. À mon avis, elle a été surnotée. Mais 11, c'est une note médiocre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand vous avez 10, par exemple, vous pouvez espérer le 12. Quand vous avez 9, vous pouvez espérer la moyenne. Mais quand vous avez 11, vous ne pouvez espérer que le 11. Le 11 ne promet que lui-même. Vous savez, le 11, c'est la note qu'on met, la note charitable qu'on met à l'élève qui a bossé mais qui n'a pas compris l'exercice. Et donc c'est cette note-là que la machine a reçue. La machine a reçu la note médiocre par excellence. Et alors, pourquoi la machine n'a-t-elle pas trouvé de problématique? Pourquoi n'a-t-elle pas fait ce pas de côté qui consiste à trouver une problématique? Pourquoi? Parce que ce qui nous fait chercher une problématique, ce qui fait qu'on se pose des questions... Pardon, parce que je m'emballe un peu, parce que j'aime bien ce que je raconte et du coup, ce qui fait qu'on cherche une problématique, c'est pas la rationalité, c'est pas la réflexion ce qui nous fait... Ça n'est pas la réflexion qui nous fait réfléchir. Ce qui nous fait réfléchir, c'est la peur, c'est le désarroi, c'est le sentiment d'être jeté au monde sans savoir pourquoi. C'est quantité d'expériences qu'on fait en qualité d'humain, mais qu'aucune machine ne peut faire. Ce qui commande qu'on fasse de la philosophie, c'est quand même pas à vous que je vais l'apprendre. Ce qui commande qu'on fasse de la philosophie, c'est l'expérience d'un désarroi que les humains font. En aucun cas la machine. Et alors, la question qui se pose à partir de là, c'est de savoir si la machine est temporairement incapable de réfléchir ou si c'est une infirmité définitive. Et en ce qui me concerne, alors, pour m'être posé la question en toute honnêteté, en fait, j'ai envie de répondre que c'est une infirmité définitive parce que, quel que soit l'angle sous lequel on prend la question, on s'aperçoit qu'il y a une différence de nature entre l'humain et la machine. Si on prend par exemple la question de l'apprentissage, très important l'apprentissage, puisque c'est avec le deep learning qu'on s'est mis à penser que la machine pouvait égaler l'humain. Donc c'est très important d'examiner la façon dont la machine apprend. Et comment la machine apprend-elle? Comment une intelligence artificielle apprend-elle? Vous savez, au départ, à l'origine, les savants qui ont conçu l'intelligence artificielle se sont inspirés d'un mollusque. Un mollusque qui s'appelle l'aplysie, qui est un mollusque, il a quelques centaines de neurones, hein, donc vraiment l'intelligence n'est pas son fort. Mais c'est un mollusque dont ils ont observé quand ils le gratouillaient, qu'il se contractait. Et puis quand ils reproduisaient le geste, qu'il se contractait de moins en moins. Autrement dit, le mollusque, face à la menace, face à ce qu'il interprète d'abord comme une menace, finit par comprendre que ce n'est plus une menace et donc cesse de se contracter. Il s'est adapté. On est en présence d'un modèle rudimentaire
d'adaptation synaptique. Adaptation synaptique. Et c'est sur ce modèle-là que l'intelligence artificielle a été pensée. Par exemple, je prends l'exemple vraiment à dessein le plus simple du monde. Pour qu'une intelligence artificielle reconnaisse une baleine, vous allez la gaver de photos de baleines, jusqu'à ce qu'elle identifie la baleine sur une photo qu'elle n'a jamais vue. Bon, autrement dit, le travail de l'intelligence artificielle, l'apprentissage de l'intelligence artificielle, consiste à ne pas être surpris par l'événement qu'on n'a pas encore vu ou par l'objet qu'on n'a pas encore vu. C'est comme ça qu'en raffinant ce processus, on aboutit à des outils prédictifs qui nous facilitent considérablement la vie, qui devancent des tas de situations pour nous. C'est le principe de l'intelligence artificielle. Autrement dit, retenez ceci, l'intelligence artificielle apprend à ne pas être surprise par ce qu'elle n'a pas encore vu. Bien. Maintenant, la philo. Par quoi commence la philo? Quel est le point de départ de la philosophie? C'est l'étonnement. Mais attention, l'étonnement, ce n'est pas l'étonnement devant ce qui est étonnant. Parce que l'étonnement devant ce qui est étonnant n'a rien d'étonnant. Si à l'instant quelqu'un de vous se mettait tout nu là, marchait tout nu, on serait étonné. Et ce ne serait pas étonnant qu'on s'étonne, si vous voulez. Ce qui serait étonnant, ce serait qu'on ne s'étonne pas. Donc l'étonnement, c'est facile. Comment dire? Il n'est pas étonnant qu'on s'étonne d'un truc étonnant. Autrement dit, l'étonnement dont parle la philosophie, c'est pas l'étonnement devant le truc étonnant, c'est l'étonnement devant le truc banal. On entre en philosophie quand on accepte de s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. On entre en philosophie quand on accepte d'être surpris par ce qui nous est familier. Autrement dit, le travail, et d'ailleurs, quelle forme ça prend? Dans la cité, par exemple, un philosophe, c'est quelqu'un qui se méfie du discours qu'on lui présente comme une vérité révélée. Il s'étonne de ce que tout le monde accepte. C'est pour ça que la philosophie est subversive. Et donc, la philosophie consiste à s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. L'intelligence artificielle consiste à ne pas être surpris par ce qu'on n'a pas encore vu. C'est exactement l'inverse. Les directions sont radicalement opposées. Si vous prenez par exemple le cas de la mémoire, c'est très intéressant le cas de la mémoire. Si vous prenez le cas de la mémoire, comment dire, on a tous passé des interrogations écrites, on a tous passé des examens, et chaque examen, chaque fois qu'on a passé un examen, on se souvient tous du jour où, la veille d'un examen, on avait l'impression d'avoir tout oublié, n'est-ce pas? On a tous connu ça. L'impression, oh, j'ai l'impression de plus rien savoir. C'est une banalité de le dire. On a tous connu ça. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là, la veille d'un examen? Alors qu'en réalité, quand on se présente à l'examen, en général, quand tout va bien et qu'on a travaillé, les choses reviennent. Pourquoi a-t-on, la veille d'un examen, l'impression d'avoir tout oublié? Parce que on demande à la mémoire, comme on a peur, on demande à la mémoire de nous offrir un panorama de toutes nos connaissances. On mendie un tableau synoptique de la connaissance. On veut tout avoir sous les yeux exactement à la façon d'une machine. Or, ce n'est pas ainsi. Ou alors, c'est très secondairement de cette manière que fonctionne la mémoire humaine. La mémoire humaine n'est pas une affaire de stock, de classement ou de redistribution. Nos souvenirs n'existent pas en nous
à la façon de traces comme elles existent dans un cerveau de silicium. Notre mémoire est une conservation sans conservatoire. C'est ce que j'appelle l'esprit. C'est ce dont la machine est dépourvue. L'idée d'une conservation sans conservatoire à l'échelle d'une machine n'a aucune signification et pourtant c'est une évidence pour nous. Un acteur, par exemple, qui au moment d'entrer en scène a l'impression d'avoir oublié son rôle et à qui les répliques viennent naturellement quand il parle, expérimente cette conservation sans conservatoire. Donc qu'on le prenne sous l'angle de l'apprentissage, sous l'angle des motifs pour lesquels nous réfléchissons, ou bien sous l'angle de la mémoire, tout plaide en faveur d'une différence de nature, d'un saut qualitatif entre l'humain et la machine. À cela s'ajoute le fait que on dit souvent, vous savez, comment dire, la machine va nous rattraper, comment dire, on est encore trop complexe pour la machine, mais la machine va bientôt nous rattraper. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, elle nous bat déjà aux échecs. Bon. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans cet argument, c'est de croire que ce qui sépare l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine, c'est une affaire de complexité. Comme si nous étions plus complexes que la machine. Mais ce n'est pas notre complexité qui nous sépare de la machine. Tout ce qui est complexe est à portée d'intelligence artificielle. Ça n'est pas notre complexité qui nous sépare de la machine, c'est notre simplicité. C'est-à-dire, tout ce qui, dans la vie, se perd quand on l'explique. Prenez par exemple l'amour. Imaginez que votre conjoint ou votre conjointe vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez. Et que vous, imprudemment, vous répondiez à cette question. L'histoire est morte. Parce que, quelle que soit la réponse, quelle que soit la raison que vous donnez au sentiment que vous éprouvez, le sentiment que vous éprouvez, votre sentiment, paraît soudain soluble dans la dissipation des raisons qu'on lui donne. Si vous dites « je t'aime parce que tu es belle », dit oui, mais plus tard, eh ben, je t'aimerai moins. Vous voyez ce que je veux dire? Je t'aime parce que tu es original, oui, mais si on s'ennuie, eh ben, etc., etc. On n'explique pas l'amour. On n'explique pas l'amour sous peine de le perdre. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est de comprendre que on peut expliquer l'amour. On peut mettre en diagramme une scène de séduction. On peut tout mettre en diagramme, on peut tout mettre en équation. Mais ce qu'on attrape en le faisant, ce sont des feuilles mortes. Ce que j'appelle la simplicité, c'est tout ce qui, en ce qui nous concerne, de notre part, de nous, se perd quand on l'explique. Un sentiment se perd quand on l'explique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est faire droit à tout ce qui en nous peut s'expliquer, mais qu'il ne sert à rien d'expliquer. Vous savez, c'est ce qu'on dit quand on dit de quelque chose que ça n'a pas de prix. Si ça n'a pas de prix, c'est que ça ne relève pas d'une quantité. C'est qu'on ne peut pas en faire la comptabilité. C'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Il y a de l'inquantifiable dans nos vies. Et c'est l'inquantifiable de nos vies qui fait ce que nos vies sont, c'est-à-dire des existences irremplaçables. Il y a de l'inquantifiable dans nos vies. Tout ça pour vous dire que l'humanité est d'une étoffe que la machine ne peut pas synthétiser. L'humanité est d'un métal que la machine ne peut pas synthétiser.
Alors, par exemple, il y a les gens qui me disent « Oui, mais désormais, les machines sont plus fortes que l'homme. Les machines sont plus fortes que nous. » Pardon, c'est un faux problème. Vous imaginez une machine plus faible que nous? Quelle serait son utilité? Quelle serait l'utilité d'une machine plus faible que nous? On a inventé les marteaux parce qu'on n'avait pas le poing assez solide. On a inventé les charrues parce qu'on n'avait pas le dos assez large. On a inventé les chevaux parce qu'on ne courait pas assez vite. Les machines sont là pour combler nos déficiences. Donc, évidemment, bien sûr que les machines sont plus fortes que nous. Elles sont plus fortes que nous depuis toujours. Quand Kasparov perd aux échecs contre un ordinateur, contre Deep Blue, les gens disent c'est la fin du monde. C'est pas du tout la fin du monde. Il n'a pas perdu contre un joueur d'échecs. Il a perdu contre une machine. Il a perdu contre une usine qui contenait la totalité des coûts disponibles. Il ne pouvait pas gagner. Mais sa défaite a autant de valeur que la défaite d'un boxeur contre un robot. Ça ne veut pas dire que, parce que le métal est plus solide que le muscle, ça ne veut pas dire que le muscle soit en crise, ça. Donc, l'idée que nos machines sont plus fortes que nous est un faux problème. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, comment dire, de savoir ce que vaut la question, les machines vont-elles nous remplacer? Que vaut cette question? À la lumière de ce que je viens de vous raconter. Alors, en fait, il y a plusieurs points là-dessus. Si vous voulez, quand on se demande si les machines vont nous remplacer, on a le sentiment de se poser une question qui est la signature du 21e siècle. Quand on se demande si les machines vont nous remplacer, on a le sentiment d'être à la pointe de l'avenir, de se poser la question du moment. Or, la question de savoir si les machines peuvent nous remplacer est une question vieille comme l'humanité. La première fois qu'une telle question s'est posée, c'est avec le mythe de Pygmalion, les amis, c'était ici. Pygmalion, le sculpteur merveilleux, donne le jour à Galatée. Non, il ne donne pas le jour à Galatée, il fabrique Galatée. Et Galatée est inanimée et froide. Il tombe amoureux d'elle, il lui demande d'être vivante. Et la déesse, c'est Athéna, exauce son rêve parce qu'elle reconnaît son talent et il vit heureux avec cette femme. Mais c'est la seule fois où ça se termine bien. Parce que de Pygmalion jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par le golem, Terminator, Frankenstein, Pinocchio, nous n'avons jamais cessé de nous poser la question, de faire le cauchemar que les machines deviennent humaines. Nous n'avons jamais, les romans de Isaac Asimov, pour ceux qui les ont lus, racontent exactement cette histoire-là. Nous n'avons jamais cessé de mettre en scène le moment où les machines nous dépassent. On n'a jamais cessé. C'est une question qui n'a rien de moderne. C'est une question qui est vieille comme l'humanité. Pinocchio, puis-je, avec des bouts de bois, fabriquer un vrai petit garçon? C'est pas GPT, c'est Gepetto. Mais parmi ces mythes-là, il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est celui de Frankenstein. Pourquoi Frankenstein? Alors, pourquoi? Comment Frankenstein parvient-il à recréer un individu? En cousant des morceaux de cadavres. Vous vous souvenez? Il coud des morceaux de cadavres. Or, qu'est-ce que c'est qu'un individu? C'est un non divisible. En grec, c'est atomos, non? C'est le non divisible. L'individu, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas divisible? Ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir un individu en additionnant des parties de lui-même.
Et c'est ça qui est fondamental. Parce que là, on touche du doigt la raison pour laquelle on est aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion de produire un automate conscient. Je vous prends un exemple tiré d'une série que vous avez peut-être vue, qui est la série Black Mirror. Vous voyez pas? C'est une série, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une série formidable qui se déroule à peu près dans un futur presque immédiat, à 10-15 ans d'ici. Et dans ce futur immédiat, une dame perd son fiancé dans un accident de la route, une tragédie. Et alors que fait-elle? Elle rassemble toutes les datas du fiancé, toutes les traces de son passage sur Terre, elle y ajoute toutes les photos qu'elle a, elle y ajoute un peu de son ADN, un poil, un cheveu, etc. Elle envoie tout ça à une entreprise et 3 jours plus tard, on lui renvoie un fiancé tout neuf. Impeccable. Avec la même mémoire, le même humour, un peu plus beau que lui-même, parce que les photos qu'on met de soi en ligne sont plus avantageuses, sexuellement infatigable et identique en tout point. Alors elle est émerveillée. Et puis soudain, elle pose une question, elle lui pose une question. Et l'automate, au lieu de s'énerver, comme le fiancé aurait dû s'énerver à l'écoute de cette question, l'automate lui répond aimablement. Et là, elle comprend qu'elle est en présence d'un ersatz, d'un succédané, d'une pâlissime copie de son fiancé, et qu'il lui manquera toujours ce qu'on appelle un caractère, et dont on ne peut pas faire la synthèse. Quelle est la morale de cette histoire? Qu'est-ce que ça nous apprend? Que la totalité des traces que nous laissons de nous-mêmes, ce que Spinoza appelle la nature naturée, la totalité des traces que nous laissons de nous-mêmes n'arrive pas au talon de l'individu que nous sommes, de l'indivisible que nous sommes. L'accumulation, l'addition de tout ce que nous avons fait est inapte à produire un individu. La juxtaposition de toutes nos traces est à l'individu qui leur a donné le jour ce qu'un tas de cendres est à une flamme. Il y a un abîme entre les traces que nous donnons de nous-mêmes et ce que nous sommes. C'est encore une fois, c'est la différence que fait Spinoza entre la nature naturelle et la nature naturante. La nature naturante, c'est la flamme. La nature naturée, c'est la cendre. On ne fait pas du feu avec de la cendre. On ne fait pas du feu avec de l'eau. On ne fait pas de la vie avec du bois. On ne fait pas de la pensée avec du silicium. C'est le même problème. C'est le même problème. La machine est aussi loin qu'à l'époque de l'Antiquité de reproduire un humain ou bien de s'emparer de nos destins. La machine est aux antipodes d'y parvenir. Alors, attention, aucune machine ne peut devenir humaine. Ça ne veut pas dire qu'aucun humain ne puisse devenir machine. Ben oui, parce que ça, oui, l'équation n'est pas réversible. Je vous prends un exemple que vous connaissez tous, dans les temps modernes de Chaplin. Souvenez-vous, dans les temps modernes, l'ouvrier à la chaîne, quand il quitte la chaîne, il est encore agité par les spasmes du visseur de boulons. Alors, c'est une fable sur le capitalisme. C'est une fable sur ce que le capitalisme fait au corps des ouvriers, sur l'incorporation de la mécanique, sur le devenir mécanique de l'individu. C'est une fable très profonde sur ce problème-là. Mais on peut lui donner aussi un tour moral. Les individus peuvent être des machines, les individus peuvent être génocidaires, par exemple.
On peut, quand on est Hutu, embrasser ses enfants le matin, découper du Tutsi toute la journée et rentrer chez soi le soir. On a vu ça. Le fait qu'aucune machine ne puisse devenir humaine ne signifie pas qu'aucun humain ne puisse devenir machine, ou monstrueux, ou immoral. Bref, et c'est la dernière raison, enfin, il y en aurait plein d'autres, mais c'est peut-être la raison la plus forte pour laquelle l'intelligence artificielle échoue à faire de la philosophie. C'est que la philosophie, vous savez, quelle est la particularité de l'humanité? C'est que nous faisons des progrès techniques considérables dans toutes les disciplines à peu près, mais que moralement, on stagne. Si on n'avait pas stagné moralement, il n'y aurait pas eu de génocide. Donc techniquement, nous avançons à pas de géant, mais moralement, on stagne. Et c'est de ce décalage, d'ailleurs, qu'est née l'idée de fin du monde, comme le moment où la technique échappe définitivement à la morale à force d'aller plus vite qu'elle. Autrement dit, nous faisons techniquement des progrès, mais moralement, nous stagnons. Or, le fait que notre stagnation morale explique que la philosophie, la particularité de la philosophie, comme l'art, ne fasse aucun progrès. C'est la particularité de la philosophie. On n'a pas fait de progrès en philosophie depuis Platon. Ben oui, on n'a pas fait mieux. On n'a pas fait de progrès en philosophie depuis Platon. Non seulement parce qu'on n'a pas fait mieux, mais aussi parce que les questions qui sont posées à ce moment-là sont toujours les mêmes. Vaut-il mieux subir l'injustice ou la commettre? Dans le Gorgias, il se demande ça. La question se pose. Toutes les questions que pose Platon se posent encore aujourd'hui sous la forme de questions. La philosophie ne progresse pas. Comment voulez-vous que l'IA comprenne quoi que ce soit à une discipline qui ne progresse pas? Alors, ça ne veut pas dire, j'ai dit la philosophie ne progresse pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de progrès en philosophie. C'est un autre problème. Mais voilà, je m'en voudrais d'être trop long, pardon, et peut-être on aura le temps d'échanger, donc je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven. Merci. Si vous le voulez bien, on va prendre quelques petites questions de la salle. Je vois déjà une question. On va prendre une petite série de questions si ça vous va et vous pourrez répondre. Alors, monsieur. S'il y en a d'autres qui veulent poser des questions. D'accord. Merci. Merci De votre intervention. Vous ne serez pas trop chagriné si on vous dit qu'il y a au moins une personne qui n'est pas d'accord avec vous. Vous aimez le débat. Je n'aime que ça. Voilà, merci. D'autant que j'ai un très grand égard avec vous et même une reconnaissance pour vous avoir suivi pendant des années dans vos émissions en sculpture et arte qui m'ont beaucoup aidé, ouvert et même inspiré. Je pris quelques notes si vous permettez, donc de ce que vous dites. Voilà, donc la question c'est qu'en fait vous opposez systématiquement IA et l'homme. L'objet de l'IA n'est pas de concurrencer, c'est accessoirement qu'elle va concurrencer l'homme. L'IA c'est un modèle général d'intelligence, point. Vous l'entraînez pour simuler une mouche, elle fera comme une mouche. La question c'est celle-là. Et puis votre expérience, elle est généralisable, donc en fait vous la traitez comme généralisable, c'est-à-dire sur le bac. J'ai justement à vous dire la chose suivante. À mon sens, on ne peut pas peut-être généraliser si facilement vers un modèle humaniste de l'humain. Parce que, en fait, ce qu'on peut dire que dans une pratique très particulière, vous permettez, parce que j'ai pris des notes, hein, donc, dans une pratique, voilà, rapidement.
voilà, pratique particulière, qui est le bac de philo, avec des règles d'évaluation à la française, dans des conditions très normées, notamment un budget de temps, à un moment de développement du système d'IA, qui d'ailleurs n'était pas entraîné dans ce corpus, donc ou dans ces corpora avec les évaluations, et sans interroger des biais d'attribution des notes. Bon, les évaluateurs ont très bien compris que c'était Raphaël Introven, quand même, qui a écrit pour avoir le vin, vous l'avez. Eh ben, justement, et si on changeait justement ces paramètres. Par exemple, vous avez le sujet suivant. Donner 10 raisons pour lesquelles le processus décisionnel de l'ONU est ankylosé et pour chaque raison, les risques d'aliénation de l'idée de l'homme. Deuxième, peut-être question, quelles sont les différences dans la conception du paradis dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes et le rapport de chacune? Je peux vous répondre. Et vous avez 10 minutes pour rendre votre copie. Merci. Je vous réponds avant d'oublier toute la question. D'abord, donner 10 raisons pour, ou bien quelle est la différence entre, c'est pas des questions de philo. Ce ne sont pas des questions de philo. C'est pas de la philo. Un catalogue de raisons, c'est pas de la philo. L'énoncé ou le panorama d'une différence, c'est pas exactement de la philosophie. C'est-à-dire que l'exercice philosophique consiste à transformer une question en problème uniquement. D'abord, point de départ. Et c'est cet exercice-là, cet exercice-là est au principe de la dissertation. Le jeu a ses limites, mais bon, c'est un exercice qui, au moins, impose de réfléchir et permet de le caractériser. Sur la préparation, je suis passé un peu rapidement sur l'épreuve du bac. La machine a été entraînée pendant 1 semaine par 3 ingénieurs assistés d'un prof de philo pour concevoir le prompt le plus précis possible, qui contienne le maximum de recommandations. Et ce qui était intéressant, c'est que les recommandations contenues dans le prompt à destination de la machine, les recommandations qui étaient contenues dans le prompt, étaient toutes les qualités qu'on trouve dans une bonne copie. Seulement, les qualités qui font un bon élève de philosophie ne s'acquièrent pas magiquement parce qu'on vous en donne l'ordre. Il faut un temps. Il faut un temps de macération, il faut un temps de méditation, de rumination, de dialogue qui en lui-même est inquantifiable, en lui-même est intransmissible. On ne fait pas un bon élève en ordonnant à une machine de devenir un bon élève. Parce qu'on ne fait pas un bon élève à partir de la recommandation d'être un bon élève. Ce serait trop facile. Sois intelligent, voilà. Ce serait formidable. Ça ne marche pas comme ça. Et par ailleurs, les gens m'ont dit, oui, mais elle a fait tout ça en 40 secondes. Il faut imaginer ce qu'elle aurait fait en 1h30. Alors, cette objection, j'entends cette objection, mais pardon, elle est absurde. Une intelligence artificielle peut vous détailler l'intérieur d'une centrale nucléaire en moins d'1 minute. Il n'y a aucun sens à lui demander ce qu'elle pourrait faire en 1h30. Il faudrait considérablement ralentir ces processus pour voir ce qu'elle ferait en 1h30. Autrement dit, ce qui est intéressant dans cette objection, c'est que c'est une objection qui présume l'humanité de la machine. Parce que c'est pour nous que ça change la donne. Moi, si j'avais eu 40 secondes pour faire ma dissertation, j'aurais pas fait ma dissertation. Donc c'est pour nous que ça change la donne. Donc la machine est plus rapide que nous, mais elle ne réfléchit pas. Elle ne réfléchit pas pour autant. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment exceptionnelle. Je voudrais vous dire qu'au début, l'intelligence artificielle, c'est bon, hein? Pour moi, c'est bon. C'est bon maintenant? D'accord. Au début, au sujet de l'intelligence artificielle, il était plus facile de construire un programme qui gagne un champion aux échecs plutôt que de faire une reconnaissance visuelle. Car la bonne vieille intelligence artificielle s'appuyait sur la pensée algorithmique. C'est après qu'elle est passée au réseau neuronique. Elle est bonne pour toute une série de choses qui, pour nous les humains, étaient simples, mais c'était difficile à matérialiser de la part d'une machine.
Ce qui fait peur aux gens jusqu'à présent, les outils et les nouvelles technologies aidaient ou remplaçaient le travail manuel. Et c'est pour la première fois une technologie remplace le travail intellectuel que l'homme considérait comme son privilège exclusif. Et c'est là, je pense, que c'est le risque et la crainte à l'égard de l'intelligence artificielle. Sur un plan technologique, l'intelligence artificielle ne cesse de s'améliorer, mais pas sur le plan de l'imaginaire. Je voudrais vous poser la question à vous, philosophes. La société moderne, quelle pensée soutient-elle? La pensée technocratique ou la pensée créative? C'est-à-dire je suis un lecteur de Henri Bergson, c'est-à-dire du philosophe selon lequel, quand on aime, on ne compte pas. Vous m'entendez toujours là? Pardon. Vous m'entendez ou pas? Moi, donc, je suis le lecteur d'un philosophe pour qui la technique nous sépare du monde par les moyens qu'elle nous donne de le connaître. Et donc, je m'inscrirai davantage, non pas dans une technocratie, ni dans une technophobie d'ailleurs, ni technophobie, ni technocratie. J'ai juste un vrai problème technique avec mon micro au moment où je vous parle, ce qui complique beaucoup la réponse. Donc attendez, je vais me enlever ça. Vous avez tout à fait raison sur la différence, comment dire, l'introduction des réseaux neuronaux à l'intérieur d'une conception algorithmique de l'intelligence artificielle. C'est vrai, mais même sur la question des algorithmes, par exemple, c'est très intéressant. Je profite de votre question pour vous répondre sur les algorithmes eux-mêmes et sur une inquiétude attachée aux algorithmes. On dit que les algorithmes nous dépouillent de nous-mêmes. On dit que les algorithmes nous enferment dans nos désirs. On dit que les algorithmes nous captent littéralement. Mais, par exemple, pour un consommateur, vous achetez quelque chose et les algorithmes vous enferment dans des choses semblables. Est-ce que c'est là de la servitude? En fait, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est de la servitude? Oui, c'est de la servitude dans la mesure où nous vivons sous influence. C'est de la servitude dans la mesure où nous sommes déterminés. Mais, qui de nous accepterait de n'être défini que par ce qu'il consomme? Qui de nous accepterait d'être réduit à ce qu'il achète? On ne peut pas à la fois considérer qu'on est plus intéressant ou plus vaste que ce qu'on achète ou ce qu'on fait en ligne, tout en considérant qu'on est volé de nous-mêmes ou dépouillé de nous-mêmes par un algorithme. Derrière ça, il y a l'idée voilà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle met en péril? Vous avez parlé d'une concurrence, c'est très intéressant, d'une concurrence faite au travail intellectuel. Je m'inscris en faux. La partie du travail intellectuel qui se trouve ici concurrencée, c'est la partie compilatoire, si vous voulez, du travail intellectuel. C'est particulièrement frappant en droit, par exemple, où l'intelligence artificielle remplace aujourd'hui tous les stagiaires. C'est-à-dire que ce que l'intelligence artificielle permet de faire, et là où l'intelligence artificielle nous fait gagner du temps, ce qu'elle permet de faire, c'est tout ce qu'il était d'une certaine manière fastidieux de faire. Je ne vois pas, moi, dans le développement de l'IA, de captation de la créativité elle-même. Par exemple, on peut imaginer, alors c'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais on peut imaginer que dans quelques décennies, une intelligence artificielle pourra produire des vers de Corneille en bataille, ou des vers de Racine, ou des vers de Corneille. Sauf que produire des vers de Corneille, c'est très bien, mais avoir l'idée, avec le CID, d'écrire une pièce qui bafoue toutes les règles de la tragédie classique et qui devient un chef-d'œuvre à ce titre,
c'est précisément ce privilège-là qu'aucune machine n'est en mesure de nous retirer. Et c'est la raison pour laquelle je ne vois pas tant de concurrence sur le travail intellectuel. Comment dire ? Je ne vois pas de menace pour la créativité dans l'intelligence artificielle. J'y vois plutôt une occasion, d'une certaine manière. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question en grec, madame. Bonsoir, félicitations. Je ne sais pas quoi commenter d'abord. Vous avez été un vrai torrent. Je ne sais pas si je me souviens de tout ce que vous avez dit. Je suis parmi ceux qui sont d'accord. En effet, l'homme est fait d'une certaine étoffe que l'intelligence artificielle n'approchera jamais. J'ajouterai le mot, non pas expérience, mais sensation. C'est ça qui le différencie de l'homme. Et je vous ai suivi très attentivement quand vous avez dit que l'homme peut devenir une machine. Et pour moi, c'est la grande question. Comment éviter à l'homme de devenir une machine? Comment redemander à l'homme de réfléchir et de regagner son expérience humaine? Un homme qui se perd dans la réalité virtuelle et dans le monde de la consommation, comment sera-t-il surpris par une chose banale comme ses sens, au lieu de dire waouh, quelle télévision magnifique, qu'il soit surpris par lui-même, mais qu'est-ce que c'est bien que ce que l'œil humain peut voir. Je vous remercie. Sous un angle politique. Prenez par exemple les réseaux sociaux, ou les médias sociaux, comme on dit, on les appelle comme on veut. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se présentent comme des espaces de débat, des lieux où le débat est bienvenu, des lieux où la diversité des opinions peut s'exprimer. Concrètement, qu'est-ce que c'est un réseau social? C'est un endroit où l'on va chercher la compagnie des gens qui pensent comme nous. On arrive comme Candide dans un espace où toutes les opinions nous intéressent. Au bout d'une semaine, tous nos préjugés ont repris le pouvoir et on est comme des moutons agrégés à la communauté qui pense comme nous. C'est comme ça que ça se passe. On se donne l'illusion du débat et le débat est aussitôt contrarié. Autrement dit, la liberté n'est pas seulement de pouvoir donner son opinion. La liberté est de pouvoir donner à son opinion une consistance supérieure à celle d'un préjugé. C'est-à-dire donner un tour argumentatif à son opinion, de manière à ce qu'on puisse discuter. Deux opinions entre elles ne discutent pas, deux arguments peuvent s'échanger. Et c'est tout l'enjeu. Et c'est tout l'enjeu. Mais le devenir machine de l'individu est parfaitement illustré par le dévoiement de la liberté dans les réseaux sociaux. Et la façon dont ce qui se présente comme une célébration du débat se termine avec des communautés qui se regardent haineuses et qui tentent de se censurer réciproquement. Je ne sais pas si je vous réponds. Mais c'est ce que je vous réponds. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore une question, monsieur. En grec. Bonsoir. Bonsoir. Très belle la question précédente. Merci beaucoup pour votre conférence qui était très complète et puis très adaptée à un festival de philosophie. C'était comme si vous aviez défini la philosophie comme quelque chose, on a été contraint parce qu'on se trouve dans un état de stagnation. Ma propre lecture, c'est comme si la philosophie était un problème qu'on a inventé de fond en comble. Et depuis, on s'est acharné à trouver des solutions et des réponses. Vous avez commencé votre conférence en disant que la machine a échoué par rapport à l'homme pour donner des réponses aussi convaincantes à une question philosophique.
Alors, je me demandais si vous êtes d'accord avec ma propre lecture. Au lieu de la philosophie, comment pourriez-vous définir autrement ce que l'intellect, l'intelligence humaine peut faire mieux qu'une machine? Au lieu d'utiliser le terme de philosophie, c'est quoi qui donne du sens et que la machine ne peut pas faire de manière aussi efficace? Moi, je parlerai d'esprit. Je parlerai d'esprit pour désigner ce qui se perd quand on tente de le saisir, ce qui se perd quand on tente de l'expliquer. Je parlerai d'esprit. C'est-à-dire que ce qui me paraît faire, s'il faut nommer cette différence, explorer cette différence, je parlerai d'esprit et je me réfère ici à une tradition en fait, qui est une tradition en France. C'est une tradition française d'ailleurs. Alors, Dieu sait si vous êtes la patrie de la philosophie. Il n'y a pas de doute. Mais la philosophie française, les amis, c'est merveilleux. Il y a des choses extraordinaires dedans, extraordinaires. Et en particulier une tradition méconnue, qui est la très belle tradition du spiritualisme français, avec des philosophes comme Ravesson, très peu connu, Félix Ravesson, Henri Bergson, Clément Rosset, Vladimir Jankélévitch. C'est la tradition de tous les penseurs du je ne sais quoi, tous les penseurs de l'inquantifiable, tous les penseurs d'une certaine manière de l'impensable. Et qui d'ailleurs tous ont en commun de préférer la musique à la philosophie, la poésie à la philosophie, c'est-à-dire un état du langage où il ne s'agit plus d'expliquer les choses, mais où on les donne à sentir, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je vous ai répondu tout ça, mais c'est ça que je vous réponds. Alors, on va prendre une dernière question. D'abord, je vous remercie de votre conférence extrêmement intéressante. Merci, monsieur. Je ne suis pas sûr de mon français, je vais essayer de... Votre français est meilleur que mon grec. Ah, merci. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cette évolution au niveau technologique, maintenant avec la technologie artificielle, l'intelligence artificielle, s'agit-il de la réalisation du cauchemar, par exemple des chrétiens, est-ce qu'on pourrait dire c'est une distorsion du modèle anthropologique de l'image de Dieu, parce que selon Origène, etc., le père chrétien, ce modèle consiste à l'essence, on pourrait dire, morale, le logos, l'homme comme nous, comme image de Dieu. En fait, il s'agit d'une essence plutôt morale, le libre arbitre, etc. S'agit-il d'une inversion de ce modèle, notre différence entre les machines et l'être humain? L'une des façons de vous répondre serait d'examiner l'histoire que raconte Isaac Asimov, qui a été mise en scène au cinéma en 2004 dans un film avec Will Smith qui s'appelle iRobot, et qui montre en fait que les robots, les IA qui accompagnent les humains, reçoivent comme instruction de protéger les humains. Oui, sauf que l'instruction de protéger les humains, vu le mal que les humains se font à eux-mêmes, finit par impliquer la suppression de la liberté des humains. Et donc c'est en toute logique que les machines s'affranchissent de la tutelle des humains, puisqu'il est avéré que les humains sont dangereux pour eux-mêmes. Il faut donc les priver de liberté. Un tel mythe ne renseigne pas sur le danger que les machines nous font courir. Un tel mythe renseigne sur le danger d'un libérateur qui devient un tyran, sur le danger bien connu dans l'histoire
d'un libérateur qui sauve son île de la dictature et qui devient Fidel Castro. Un tel mythe renseigne sur le sacrifice de la liberté à une certaine idée de la vertu ou à une certaine idée du bien, ce qui fait le lit des tyrannies. C'est ça que ça raconte. Autrement dit, la question que vous vous posez est une question qui concerne l'humanité elle-même. Qui concerne l'humanité elle-même. L'intelligence artificielle n'est pas tant un défi au divin que l'hubris du tyran qui se prend pour un dieu. Merci de vos questions. C'était un plaisir de parler avec vous. Merci à tous.